L'air à l'intérieur de l'éclat était un parfum onéreux. Un mélange savamment dosé de graisse de canard rôti, d'huile de truffe noire et de vieille fortune. Depuis son poste près des doubles portes battantes de la cuisine, Hélène Picard pouvait voir la ville de Lyon scintiller en contrebas. Un tapis de diamants étalé pour les clients de ce restaurant perché au 60e étage d'une tour de verre. Pour elle, ce n'était qu'un rappel nocturne d'un monde qu'elle servait, mais qu'elle ne pourrait jamais toucher. Une frontière invisible, tracée par le destin et le compte en banque. À 24 ans, la vie d'Hélène était une leçon magistrale de renoncement et de patience. Ses rêves de design textile étaient enfermés dans un carnet de croquis usés qu'elle gardait jalousement dans son casier. Ces pages remplies de motifs complexes et de tissus vibrants qui semblaient appartenir à un univers à des années-lumière de son uniforme noir empesé. Son maigre salaire, complété par la générosité capricieuse d'inconnus, s'évaporait avant même d'atteindre son compte en banque. La majeure partie partait dans une chambre stérile et beige d'un centre de soins de longue durée à 2 villes de là, où sa mère, Catherine, s'effaçait lentement, victime d'une maladie d'Alzheimer précoce qui dévorait ses souvenirs un à un. Le reste passait dans le loyer d'un appartement exigu qui sentait toujours vaguement le curry du voisin du dessous. Ce soir-là était un mardi, typiquement une soirée lente et gérable. Mais le maître d'hôtel, un homme perpétuellement stressé nommé Jean-Pierre, avait installé une table de 4 personnes à la dernière minute dans sa section. « Sois vive, Hélène », avait-il murmuré, son accent s'épaississant sous l'effet de l'anxiété. C'est Marc de Rochefort. Hélène connaissait ce nom, comme tout le monde dans la métropole. De Rochefort n'était pas seulement riche. Il était le roi moderne de la cité. Un titan de la technologie qui avait bâti un empire numérique, Janus Corp, depuis sa chambre d'étudiant. Il était célèbre pour son caractère reclus, notoirement exigeant et mythiquement fortuné. Son visage, aux traits acérés et sévères, ne se voyait généralement que sur la couverture des magazines économiques. Le voir en chair et en os, c'était comme voir un lion s'aventurer dans un zoo pour enfants. Il dégageait une immobilité troublante, un calme prédateur, qui rendait l'air autour de sa table plus froid de 10 degrés. Il était accompagné de 3 autres hommes dans des costumes identiques, brutalement coûteux. Leur conversation était un murmure bas d'acronymes et de capitalisation boursière, une langue aussi étrangère à Hélène que le sanskrit. Pendant la première heure, les choses furent tendues mais fluides. Hélène se déplaçait avec l'efficacité pratiquée d'une serveuse chevronnée. Ses pas étaient silencieux, son sourire un masque poli et impénétrable. Elle remplissait les verres d'eau, débarrassait les assiettes et décrivait les suggestions du jour d'une voix qu'elle espérait sereine. Et non comme celle d'une personne qui venait de passer sa pause déjeuner à se disputer avec un représentant de l'assurance maladie sur un téléphone public. Le problème commença avec le vin. Monsieur de Rochefort avait commandé un Château Margaux 2005. Une bouteille dont le prix équivalait à 3 mois de loyer pour Hélène. Elle la présenta avec la révérence d'une relique sacrée, sa main ferme pendant qu'elle l'ouvrait. Il fit un geste dédaigneux de la main, sans même lever les yeux de son téléphone. « Servez, simplement. » Alors qu'elle se penchait pour verser le liquide rubis profond dans son verre, l'un des autres hommes à la table bougea brusquement, sa chaise raclant le sol. Le pied de la chaise accrocha le talon d'Hélène. Ce fut un trébuchement minuscule, insignifiant, une perte d'équilibre d'une fraction de seconde. Mais dans cette fraction de seconde, sa main s'inclina. Une petite éclaboussure rouge sombre, pas plus grande qu'une pièce de monnaie, atterrit sur la manchette blanche immaculée de la chemise de Marc de Rochefort. Un silence de mort s'abattit sur la table. Un silence épais, suffocant. Le cœur d'Hélène martelait ses côtes. « Oh mon Dieu, monsieur de Rochefort, je suis tellement désolée !» bégaya-t-elle, son masque professionnel se fissurant. Elle chercha une serviette, mais il recula comme si elle portait une maladie contagieuse. Il posa lentement, délibérément, son téléphone face contre table. Il leva son bras et fixa la tache rouge sur sa manchette, comme s'il s'agissait d'une blessure mortelle. Il ne la regarda pas. Il parle à l'air devant lui, sa voix basse et tranchante comme un rasoir. « Avez-vous la moindre idée du prix de cette chemise ?» demanda-t-il.
Ce n'était pas une vraie question, c'était le premier coup de boutoir. Monsieur, je suis vraiment désolé. C'était un accident, un accident. Il tourna enfin son regard vers elle, et ses yeux étaient comme des éclats de granit. Froids, durs et sans vie. Un accident est le produit de l'incompétence. C'est un échec dans l'exécution d'une tâche simple et désignée. Votre tâche est de transporter du liquide d'une bouteille à un verre. Vous avez échoué. Les autres hommes à la table s'agitèrent inconfortablement, leurs yeux fuyant partout, sauf vers Hélène. Toute la section du restaurant s'était tue. Les dîneurs aux autres tables regardaient ouvertement. Hélène pouvait sentir leur pitié et leur curiosité morbide comme un poids physique. Son visage brûlait d'une honte si intense qu'elle ressemblait à de la fièvre. « Je comprends, monsieur. Si vous me le permettez, le restaurant s'occupera bien entendu du nettoyage à sec. » Il laissa échapper un court rire sec, semblable à un aboiement. C'était un son totalement dépourvu d'humour. « Le nettoyage à sec, vous pensez que c'est une question de blanchisserie. » Il se pencha en avant, et la civilité de la pièce s'évapora instantanément. C'est une question de manque fondamental de conscience. Il s'agit d'une personne dans une position de service qui ne possède pas l'attention aux détails requises pour occuper ce poste. Il l'examina de haut en bas. Une évaluation lente et délibérée qui lui donna l'impression d'être un insecte sous un microscope. « Regardez-vous, dit-il, sa voix suintant la condescendance. Les yeux fatigués, des chaussures usées, faisant les gestes machinalement. Ce n'est pas une carrière pour vous, n'est-ce pas? Ce n'est qu'un pis-aller, un moyen de payer les factures jusqu'à quoi? Jusqu'à ce que vous vous mariez. Jusqu'à ce qu'une autre opportunité médiocre se présente. » Des larmes piquèrent les yeux d'Hélène, chaudes et traîtresses. Elle s'obligea à ne pas les laisser couler. Elle ne lui donnerait pas cette satisfaction. Elle mordit l'intérieur de sa joue jusqu'au sang. « Monsieur, vous n'avez pas le droit de me parler de cette façon, » dit-elle, sa voix tremblante mais ferme. Ses sourcils se levèrent dans une surprise feinte. « Aucun droit. Je suis le client. Je paie pour une expérience. Une expérience que votre maladresse et votre attitude viennent de gâcher. Les gens comme vous, dit-il en faisant un geste vague vers elle, existent pour faciliter la vie des gens comme moi. C'est la simple nature transactionnelle de notre société. Quand cette transaction s'effondre, quelle valeur vous reste-t-il? » Il prit la bouteille de vin à 1 000 €. Ce vin n'a de la valeur. Il a été cultivé, vieilli et perfectionné pendant des années. Il a un but. Il la regarda à nouveau, sa lèvre se retroussant en un rictus. « Et quel est votre but à vous? Le renverser? » C'était fini. Le coup de grâce. Le barrage céda. Une seule larme s'échappa et traça un chemin brûlant sur sa joue. Elle vit un éclat de quelque chose dans ses yeux. Pas de la satisfaction, mais quelque chose de plus sombre, d'illisible, avant qu'il ne se détourne d'elle avec dégoût. « Enlevez-la de ma vue, » dit-il à l'air ambiant, « et envoyez-moi votre directeur. Je veux qu'elle soit renvoyée sur le champ. » Jean-Pierre accourait déjà, le visage blême. Il saisit doucement le bras d'Hélène. « Viens avec moi, Hélène, maintenant. » Elle se laissa emmener, ses pieds bougeant mécaniquement. Elle ne regarda pas en arrière. Elle sentait les regards de chaque personne dans cette salle peser sur son dos. 100 petites aiguilles d'humiliation, alors que la porte de la cuisine se refermait derrière elle, coupant le silence opulent de la salle à manger pour la plonger dans le vacarme et le chaos de la cuisine. Elle laissa enfin échapper un sanglot étouffé. Son collègue Clément, un étudiant en cuisine longiligne aux yeux bienveillants, la rejoignit près de la plonge. « Hélène, qu'est-ce qui s'est passé? » J'ai entendu des cris. Elle ne pouvait pas parler. Elle secoua simplement la tête, la honte, la rage et l'impuissance tourbillonnant dans son estomac comme de l'acide. Elle s'enfuit vers le vestiaire du personnel, un petit espace sans fenêtre qui sentait l'eau de javel et les vieilles chaussures. Elle s'effondra sur le banc, cacha son visage dans ses mains et laissa les sanglots la consumer. Il ne l'avait pas seulement insultée, il avait pelé sa peau et mis à nu toutes ses insécurités les plus profondes. Les yeux fatigués par les nuits sans sommeil à s'inquiéter pour sa mère. Les chaussures usées, qu'elle ne pouvait pas se permettre de remplacer. Le sentiment d'être un simple figurant dans sa propre vie. Il avait tout vu et l'avait utilisé comme une arme. Madame Lefebvre, la redoutable propriétaire de l'Éclat, la trouva là 10 minutes plus tard. C'était une femme sévère d'une 60aine d'années. Mais son expression était inhabituellement douce. « Je ne vous ai pas licenciée, Hélène, » dit-elle calmement. Hélène leva les yeux, le visage taché de larmes. « Il l'a exigé. Il a exigé beaucoup de choses, » répondit Madame Lefebvre d'un ton sec. «
Je lui ai dit que vous étiez l'une de mes meilleures employées et que les accidents arrivaient. Il était mécontent. Il a payé sa note et il est parti. Il n'a même pas fini son vin. » Elle fit une pause, tendant un mouchoir à Hélène. « Cet homme a une maladie dans l'âme. Ce qu'il vous a fait n'était pas une question de vin. C'était une question de cruauté pure. Rentrez chez vous, Hélène. Clément peut couvrir le reste de votre service. Prenez aussi votre journée de demain. Elle sera payée. » Le chemin du retour à travers la nuit froide de Lyon fut un flou total. Les lumières de la ville qui ressemblaient à des diamants depuis le 60e étage semblaient maintenant dures et moqueuses. Chaque phare qui passait ressemblait à une accusation. Les mots de Marc de Rochefort résonnaient dans sa tête. Une bande-son vicieuse tournant en boucle. Les gens comme vous existent pour faciliter la vie des gens comme moi. Quelle valeur vous reste-t-il? Elle atteignit son appartement, lutta avec la clé et s'effondra sur son canapé défoncé sans même allumer la lumière. Elle se mit en boule, la honte fantôme brûlant encore sur sa peau. Elle avait affronté des clients impolis, des remarques condescendantes et des propositions déplacées au cours de ses années de service. Mais cela était différent. C'était une violation. Il avait tenu un miroir devant sa vie et l'avait déclaré sans valeur. Et le plus terrifiant était que dans cet appartement sombre et solitaire, une petite partie traîtresse d'elle-même le croyait. Elle pleura jusqu'à ce qu'elle n'ait plus de larmes, finissant par tomber dans un sommeil agité et sans rêve. La tache sur la manchette d'un milliardaire s'infiltrant dans le tissu de sa propre estime de soi fragile. Pendant qu'Hélène dormait, du sommeil de ceux qui sont émotionnellement vidés, Marc de Rochefort était assis dans un penthouse blanc et stérile qui surplombait toute la métropole. L'appartement était moins un foyer qu'un monument à la richesse minimaliste. C'était une vaste étendue de sol en béton poli, de murs de verre et de meubles si artistiquement dépouillés qu'il semblait avoir peur de toucher le sol. Il n'y avait pas de photographie, pas de désordre, aucun signe qu'un être humain y vivait réellement. Il se tenait devant la fenêtre, allant du sol au plafond. La même vue qu'Hélène avait servie. Mais la sienne était au 90e étage. Il avait gagné. Il était plus haut. Pourtant, les lumières de la ville ne lui apportaient aucun réconfort. Il tenait un gobelet en cristal rempli de scotch, le liquide ambré accrochant la lumière. Sur la table en marbre italien derrière lui reposait son téléphone. C'était la source du poison qui s'était infiltré dans sa journée. La raison du spectacle grotesque au restaurant. 1 heure avant de partir pour le dîner, il avait été en appel vidéo avec une femme en blouse blanche, le docteur Anna Sharma, l'une des meilleures neurologues du pays. Son visage avait été calme, compatissant, mais ses mots avaient été une condamnation à mort prononcée en termes cliniques tranquilles. Le déclin cognitif? Les tremblements que vous avez ressentis? La légère ataxie de votre main gauche? Avait-elle dit, sa voix résonnant dans le penthouse silencieux. Les tests sont concluants, Marc. C'est une dégénérescence cortico-basale, une DCB. Il savait ce que c'était. Il avait fait des recherches sur ces symptômes pendant des semaines. Une maladie neurodégénérative rare et agressive. Il n'y avait pas de traitement, pas de remède. Ce serait un vol implacable et progressif de son corps et de son esprit. D'abord, la motricité fine s'en irait, puis sa démarche. Sa parole deviendrait pâteuse, incompréhensible. Son esprit, le moteur même de son empire, la chose qu'il appréciait par-dessus tout, deviendrait une prison. Il perdrait le contrôle, pièce par pièce, dans une agonie lente. Le pronostic était de 5 à 7 ans. 5 à 7 ans pour devenir un fantôme dans sa propre enveloppe. Il existe des thérapies, avait continué le docteur Sharma, pour gérer les symptômes, pour maintenir une qualité de vie aussi longtemps que possible. Il avait mis fin à l'appel. Il était resté assis là pendant longtemps, fixant son propre reflet dans l'écran noir de son téléphone. Marc de Rochefort, le titan, le visionnaire, l'homme qui pouvait plier les marchés à sa volonté, avait été mis à genoux par une poignée de protéines défectueuses dans son cerveau. Son empire, ses milliards, son pouvoir. Tout cela était totalement, pathétiquement inutile contre cette révolte interne insidieuse. Il était allé au dîner parce que c'était à son emploi du temps. Sa vie était une forteresse bâtie sur des horaires et des obligations. Mais à l'intérieur, il était un roi qui venait d'apprendre que son château était fait de sable et que la marée montait. Quand la serveuse, dont il n'avait même pas pris la peine d'apprendre le nom,
avait renversé le vin, ce n'était pas la tâche qui l'avait enragé, c'était le symbolisme. La minuscule perte de contrôle accidentelle, la souillure sur une surface immaculée. C'était un écho microscopique du chaos qui éclatait à l'intérieur de son propre corps. Et sa réaction avait été une projection désespérée et horrifiante de sa propre terreur. Les gens comme vous existent pour faciliter la vie des gens comme moi. Il avait dit cela. Les mots avaient un goût de cendre dans sa bouche maintenant. Il avait regardé sa vie simple et travailleuse. Une vie de tâches physiques, de buts directs et tangibles. Et dans sa panique, il avait ressenti une vague d'envie tordue et rancunière. Ses problèmes à elle étaient l'argent, un parent malade, une mauvaise journée au travail. Son problème à lui était l'annihilation complète et totale de son être. Alors il avait frappé. Il avait pris sa rage cosmique et indomptable, et en avait concentré toute la puissance sur cet être humain fragile. Il avait besoin de se sentir puissant, de contrôler quelque chose, même si ce n'était que la dignité d'une autre personne. Le souvenir de son visage, la façon dont ses yeux s'étaient remplis de larmes. Elle avait lutté pour retenir l'unique larme qui avait fini par tomber. Cela le hantait maintenant. Il n'avait pas ressenti de satisfaction en la voyant. Il avait ressenti un haut-le-cœur de dégoût de soi. Dans son expression choquée et blessée, il avait vu le reflet de sa propre monstruosité. Il vida son scotch et en servit un autre. L'alcool ne fit rien pour engourdir ce sentiment. Il marcha à travers sa maison silencieuse et vide. Il avait un personnel qu'il tenait à distance, un conseil d'administration qui le craignait et des associés qui voulaient quelque chose de lui. Il n'avait pas d'amis. Ses parents étaient repartis depuis longtemps. Et sa sœur, il tressaillit à la pensée de Geneviève. Il ne s'était pas parlé depuis 8 ans, pas depuis le rachat. Il avait fondé Janus Corp avec elle. Elle était le génie créatif, le cœur. Il était le stratège impitoyable, le cerveau. Lorsqu'une grande entreprise avait tenté de les acquérir, elle avait voulu rester indépendante pour protéger leur vision. Lui avait vu le chemin vers une valorisation d'1 milliard d'euros. Il avait utilisé des failles juridiques et sa confiance contre elle, forçant la vente et l'excluant avec un règlement financier généreux selon n'importe quelle norme. Mais une insulte à son âme. Il avait choisi l'Empire plutôt que sa seule famille. Il s'était dit que ce n'était que les affaires. Maintenant, dans ce penthouse caverneux et silencieux, avec un diagnostic terminal défilant derrière ses yeux, il comprenait qu'il s'était amputé de son propre cœur. Il était absolument, totalement seul. Et alors, cela arriva. Alors qu'il tendait à nouveau la main vers la bouteille de scotch, sa main gauche, celle dont le docteur Sharma avait parlé, refusa de coopérer. Ses doigts, qui pouvaient taper 1000 lignes de code ou signer un contrat à 10 chiffres, eurent un spasme. La main trembla violemment, de manière incontrôlable. Le lourd gobelet en cristal glissa de sa prise et se fracassa sur le sol en béton, éclaboussant le scotch et les éclats de verre sur la surface immaculée. Il fixa sa main traîtresse, horrifié. Il essaya de lui ordonner de se serrer en un point. Mais elle ne fit que tressaillir, telle une marionnette dont on aurait coupé les fils. Une vague de terreur pure et sans mélange l'envahit. C'était réel. Cela commençait. Il recula d'un pas, perdit l'équilibre et tomba. Il atterrit lourdement sur le sol, ses hanches hurlant de douleur. Il resta là, un milliardaire affalé sur le sol de son palais, entouré de verres brisés, empestant l'alcool, prisonnier de son propre corps. Tout le pouvoir, tout l'argent, tout le prestige. C'était une plaisanterie, une immense blague cosmique. Il regarda autour de lui, la pièce vide, l'art froid et les surfaces rutilantes. Et il ne s'était jamais senti aussi pauvre. Il allait mourir, et il allait mourir comme un monstre. Il ferma les yeux et vit à nouveau le visage de la serveuse. Sa dignité tranquille. La façon dont elle avait tenu bon alors même qu'elle se brisait. Vous n'avez aucun droit. Elle avait raison. Il n'avait aucun droit. À ce moment-là, sa cruauté envers elle devint l'acte déterminant de sa vie. C'était le symbole parfait de l'homme qu'il était devenu, vide, cruel et seul. Un sanglot s'échappa de ses lèvres. Un son brut et laid qu'il n'avait pas produit depuis son enfance. Il fut suivi d'un autre, puis d'un autre encore. Allongé sur le sol de son penthouse, Marc de Rochefort, le roi de Lyon, pleura. Il pleura pour son corps mourant, pour son esprit brillant qui allait bientôt le trahir, pour la sœur qu'il avait perdue et pour l'âme qu'il avait échangée contre un royaume de verre et de béton.
Et étrangement, puissamment, il pleura pour la serveuse, dont il ne connaissait même pas le nom. Il devait réparer cela. C'était un geste dérisoire et pathétique face à son propre néant. Mais c'était la seule chose qu'il pouvait imaginer faire. Cela ne le sauverait pas. Mais ce serait peut-être la seule action décente qu'il accomplirait avant que les lumières ne s'éteignent pour de bon. Hélène se réveilla sous la lumière grise et insistante d'un matin lyonnais filtrant à travers ses rideaux fins. Sa tête lui lançait, et son corps était endolori par la gueule de bois psychique de l'humiliation. Pendant une seconde bénie, elle ne se souvint de rien. Puis le souvenir du visage de Marc de Rochefort, de sa voix, du regard collectif du restaurant, lui revint en pleine figure. Une nouvelle vague de nausées la submergea. Elle se traîna hors du lit, son reflet dans le miroir fêlé de la salle de bain montrant les dégâts. Ses yeux étaient bouffis et rougis, son visage pâle. Les mots de Rochefort résonnaient dans le petit espace. Les yeux fatigués, les chaussures usées. Elle regarda ses pieds nus sur le linoléum froid. Elle devait retourner dans ce restaurant. Elle devait enfiler l'uniforme et affronter les regards apitoyés de ses collègues. Elle devait faire semblant de ne pas être brisée. Alors qu'elle versait du café soluble dans une tasse, un vacarme commença devant son immeuble. C'était un grondement sourd, un son de moteur si profond et raffiné qu'il était totalement étranger à son quartier de berline poussive et de citadine brinque-ballante. Curieuse, elle jeta un coup d'œil à travers les stores de son salon. Sa mâchoire se décrocha. Garée juste devant son vieil immeuble de 3 étages, se trouvait une voiture qui semblait avoir été téléportée d'une autre dimension. C'était une Rolls-Royce Ghost, sa carrosserie d'un noir liquide étincelant, sa calandre chromée brillant comme un diadème royal. Elle était tellement déplacée qu'on aurait dit qu'un vaisseau spatial venait d'atterrir. Les voisins commençaient à passer la tête par leurs fenêtres et à se rassembler sur leur perron, pointant du doigt et chuchotant. Puis elle vit l'homme sortir du côté conducteur. C'était lui, Marc de Rochefort. Mais ce n'était pas l'homme du restaurant. Le titan de l'industrie avait disparu. À sa place se trouvait un homme qui semblait avoir été vidé de l'intérieur. Il portait le même costume coûteux que la veille, mais il était froissé, comme s'il avait dormi dedans. Ses cheveux étaient en désordre, et son visage était livide, étiré. Mais ce furent ses yeux qui la choquèrent. Ils étaient cernés de rouge, dépouillés de toute arrogance, et remplis d'une angoisse sourde et désespérée. Il avait l'air brisé. Il la vit qu'il observait depuis la fenêtre, et son regard soutint le sien un instant. Il semblait hanté. Il marcha jusqu'à la porte principale de l'immeuble et sonna. Le son fit sursauter Hélène. Elle resta figée, son cœur battant à un rythme frénétique et terrifié. Qu'est-ce que c'était que ça? Était-il ici pour finir le travail? Pour la faire renvoyer définitivement? Pour la poursuivre en justice? La sonnerie retentit à nouveau, plus longue cette fois, plus insistante. Sa voisine du dessous commença à crier. Hélène, agissant selon un instinct qu'elle ne comprenait pas, se précipita vers l'interphone. « Qui est-ce » demanda-t-elle, sa voix n'étant qu'un murmure rauque. Une voix brisée et enrouée traversa le haut-parleur. « C'est Marc de Rochefort. Je dois vous parler, s'il vous plaît. » Le mot « s'il vous plaît » semblait étranger et douloureux venant de lui. Contre tout bon sens, elle lui ouvrit. Elle entendit ses pas lourds sur les marches usées. Elle déverrouilla sa porte mais garda la chaîne, ne l'ouvrant que de quelques centimètres. Il se tenait là, dans le couloir faiblement éclairé, et la vue de lui était encore plus troublante de près. Il semblait plus petit, d'une certaine façon. L'aura de pouvoir avait été remplacée par une aura palpable de désespoir. Il ne regardait pas son visage, il fixait le sol. « Je » commença-t-il, sa voix chargée d'émotion. Il dut s'arrêter et déglutir avec peine. « Je suis désolé. » Hélène le fixa à travers l'entrebâillement de la porte, sans voix. « Ce que j'ai fait hier soir, » continua-t-il, sa voix tremblante, « était impardonnable. C'était monstrueux. Cela n'avait rien à voir avec vous, et tout à voir avec moi. C'était une défaillance de mon propre caractère, une défaillance profonde. » Il leva enfin la tête, et Hélène fut stupéfaite de voir que ses yeux étaient pleins de larmes. Cet homme qui l'avait mis en pièces avec une cruauté chirurgicale pleurait dans le couloir de son immeuble. « Il n'y a pas de mots, il n'y a pas d'excuses qui comptent, » dit-il, sa voix se brisant. Il leva la main. Dans celle-ci se trouvait une clé de voiture unique, incroyablement lourde, avec le logo emblématique du double R. Il tenait également un petit morceau de papier à lettres épais de couleur crème, plié en deux. « Je ne m'attends pas à ce que vous compreniez, » s'étrangla-t-il. « Et je ne mérite pas votre pardon. » Il glissa la clé et la note à travers l'entrebâillement de la porte.
Elles tombèrent sur le sol de l'appartement avec un bruit sourd et feutré. « Je suis désolé, » murmura-t-il à nouveau, un son brut et désespéré. Puis, il fit demi-tour et s'enfuit presque, ses pas résonnant dans l'escalier. Hélène resta plantée là, l'esprit totalement vide. Elle entendit la porte d'entrée de l'immeuble s'ouvrir et se refermer. Puis, le grondement bas et puissant de la Rolls-Royce qui s'éloignait. Elle referma et verrouilla lentement sa porte, ses mains tremblant de manière incontrôlable. Elle se pencha et ramassa la clé et la note. La clé semblait froide et lourde dans sa paume, un artefact provenant d'un monde qu'elle ne pouvait pas appréhender. Elle déplia la note. Le papier était magnifique, manifestement très cher. Dessus, d'une écriture désordonnée, presque illisible, se trouvaient seulement 2 mots. « Pardonnez-moi ». Un coup frappé à sa porte la fit sursauter. C'était Clément, son collègue, tenant un sac de leur boulangerie bon marché préférée. « Salut, Madame Lefebvre m'a aussi donné la journée, alors j'ai pensé apporter des offrandes de paix, » dit-il joyeusement. Puis il vit son visage. « Hélène, ça va? Tu as l'air d'avoir vu un fantôme. » Il regarda par-dessus son épaule. « C'est quoi ça par terre? Attends, c'est une clé de voiture. » Hélène ne répondit pas. Elle ouvrit la porte plus largement et marcha comme un zombie vers la fenêtre, ouvrant les stores. L'endroit où la Rolls-Royce s'était garée était maintenant vide. Mais sa présence fantôme persistait. Tous ses voisins étaient encore dehors, discutant avec animation. « Hélène, qu'est-ce qui se passe ?» demanda Clément, sa voix teintée d'inquiétude. Elle leva la clé et la note. « Marc de Rochefort vient de passer, » dit-elle, la voix atone. Il pleurait. Il m'a donné ça. Il a dit qu'il était désolé. Clément fixa la clé, puis la note, puis à nouveau Hélène. Il laissa échapper un long sifflement. Une Rolls-Royce Ghost comme excuse. Ce n'est pas une excuse, Hélène. C'est un geste psychotique. Il regarda autour du petit appartement modeste. « Qu'est-ce que tu es censé faire de ça ?» La garer à côté de la vieille Peugeot cabossée de la voisine. L'assurance coûterait plus cher que ton loyer. Ces paroles pragmatiques commencèrent à percer le choc d'Hélène. Il avait raison. C'était insensé. Ce n'était pas un cadeau. C'était un fardeau. Un monument d'1 demi-million d'euros à son humiliation garée dans la rue. « Je ne peux pas accepter ça, » dit-elle, la résolution durcissant sa voix. « Je ne le ferai pas. Cela ne répare rien. Cela empire les choses. C'est le prix du silence, l'argent de sa conscience. Il pense qu'il peut simplement acheter son droit de ne plus être un monstre. »« Alors, qu'est-ce que tu vas faire ?» demanda Clément. Hélène regarda la clé dans sa main, puis le carnet de croquis de ses designs, posé sur son petit bureau. Elle pensa à sa mère, aux factures, au poids écrasant de sa vie. Et elle pensa au visage de Marc de Rochefort, dépouillé de tout, sauf de la douleur. Quelque chose était arrivé à cet homme. Quelque chose qui allait bien au-delà d'un verre de vin renversé. Sa colère de la veille était toujours là. Un charbon ardent dans sa poitrine. Mais maintenant, elle était mêlée à une émotion nouvelle et troublante. Une curiosité profonde et dérangeante. « Je vais lui rendre, » dit-elle, le menton levé, « et je vais découvrir ce qui se passe réellement. » Le lendemain matin, Hélène enfila son armure. C'était un simple pantalon noir et un chemisier gris anthracite, méticuleusement choisi dans sa collection de friperies, pour leur déclaration silencieuse de sérieux. Dans sa poche, la clé de la Rolls-Royce était un poids froid et pesant. Un morceau d'une planète étrangère qu'elle était déterminée à renvoyer à son origine. Le trajet en bus vers le centre-ville fut un voyage à travers les mondes. Il grondait en passant devant son propre quartier de briques et d'épiceries animées, transportant des gens aux yeux fatigués et aux chaussures usées. Ces gens à elle, pensa-t-elle avec un élan de solidarité. Puis il franchit un seuil invisible pour entrer dans le cœur étincelant de la métropole, là où les bâtiments devenaient plus hauts, le verre plus propre, et où les gens se déplaçaient avec une détermination tranchante. Enfin, il s'arrêta en sifflant devant le monolithe lui-même, la tour Rochefort. Ce n'était pas seulement un bâtiment, c'était une déclaration de puissance, un éclat de verre noir qui déchirait le ciel. En penchant la tête en arrière, Hélène ressentit un frisson de peur, une envie primitive de faire demi-tour et de s'enfuir vers les luttes familières de son propre monde. Mais elle sentit le poids froid de la clé dans sa poche et se souvint du regard vide et creusé dans les yeux de Marc de Rochefort. Ce n'était plus seulement une question d'humiliation personnelle, c'était une question de la plaie béante qu'il avait révélée. Elle prit une profonde inspiration, redressa les épaules et se dirigea vers les portes de verre. Entrée dans le hall,
C'était comme entrer dans une chambre en apesanteur. Le bruit de la ville disparut, remplacé par un silence révérencieux. L'espace était immense, une cathédrale de marbre blanc et d'acier, si vaste et impeccable qu'on aurait dit qu'aucun humain n'avait jamais rien touché. La lumière du soleil se réfractant à travers les immenses parois de verre découpait des motifs géométriques nets sur le sol poli. Au fond, derrière un bureau qui ressemblait à un bloc sculpté de glace arctique, était assise une femme dont la posture était aussi sévère et parfaite que l'architecture environnante. Elle était la gardienne du temple. Les chaussures raisonnables d'Hélène produisaient de petits bruits impertinents sur le marbre alors qu'elle s'approchait. La femme leva les yeux, son regard balayant Hélène en une fraction de seconde, cataloguant le tissu bon marché de son chemisier, la légère usure de son sac et l'expression déterminée mais nerveuse de sa mâchoire. Son évaluation était terminée. Hélène n'était pas importante. « Puis-je vous aider ?» demanda la réceptionniste, sa voix fraîche et dénuée de curiosité. « Oui, merci. Je dois voir Monsieur Marc de Rochefort. » Hélène dit cela, sa propre voix lui semblant petite dans cet espace caverneux. Les lèvres de la femme s'étirèrent en un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. C'était le sourire de quelqu'un qui chasse une mouche. « Avez-vous un rendez-vous, mademoiselle Picard ?» Hélène Picard. « Et non, je n'en ai pas. » admit Hélène, sentant sa résolution commencer à s'effriter sous ce regard glacial. « Mais c'est une question personnelle. C'est très urgent. Si vous pouviez simplement lui faire savoir que je suis là. Monsieur de Rochefort n'accepte pas de visiteurs non planifiés. » déclara froidement la femme dont la plaque signalétique indiquait Mademoiselle Albright. C'était la fin de la conversation. Elle avait déjà reporté son attention sur le moniteur brillant de son bureau. Un licenciement plus profond que n'importe quelle parole. Hélène resta figée un instant. C'était le mur auquel elle s'attendait, la barrière polie et impénétrable conçue pour tenir le monde à distance. L'ancienne Hélène se serait excusée en murmurant et se serait retirée de honte. Mais l'ancienne Hélène n'avait pas été systématiquement démantelée devant une salle pleine d'inconnus. L'humiliation de cette nuit-là avait brûlé sa déférence, laissant derrière elle un noyau de quelque chose de plus dur, de plus résistant. Elle plongea la main dans sa poche, ses doigts se refermant sur la clé froide et lourde. C'était son seul levier, sa seule preuve qu'elle appartenait à ce monde étranger, ne serait-ce qu'un instant. « Je suis ici pour rendre son bien, » dit Hélène. Sa voix était plus forte maintenant, perçant le silence stérile. Elle s'avança et posa la clé de la Rolls-Royce sur le vaste bureau de marbre. Elle atterrit avec un claquement sec et définitif. Un son de métal solide contre la pierre qu'il était impossible d'ignorer. La tête de mademoiselle Albright se redressa brusquement. Ses yeux, qui avaient été dédaigneux quelques instants plus tôt, s'élargirent sous le choc alors qu'ils se fixaient sur le logo emblématique. Cette clé représentait un niveau d'accès et de pouvoir qu'elle comprenait intimement. Qu'elle se trouve ici, entre les mains de cette jeune femme d'apparence ordinaire, était une brèche dans l'ordre naturel de son univers. La politesse disparut, remplacée par un éclair de panique véritable. Elle saisit son téléphone, ses doigts manucurés pianotant sur les touches. Elle murmura dans le combiné, sa voix étant un bourdonnement bas et urgent, ses yeux ne quittant jamais Hélène. Après une minute de tension, elle raccrocha, son masque professionnel de nouveau en place, mais effiloché sur les bords. Le mépris avait disparu, remplacé par un respect hébété et réticent. L'assistant exécutif de Monsieur de Rochefort, Monsieur le Roi, va descendre pour vous recevoir, dit-elle, sa voix ayant perdu de sa froideur. Veuillez attendre là-bas. Elle fit un geste d'un mouvement du poignet vers un ensemble de canapés en cuir austère, qui semblait n'avoir jamais été utilisé. 20 minutes s'étirèrent comme une éternité. Enfin, les portes de l'ascenseur glissèrent avec un sifflement doux et un homme dans un costume parfaitement taillé en sortit. Il semblait avoir une quarantaine d'années, avec des rides de fatigue autour des yeux et une aura de stress palpable. C'était un homme qui marchait perpétuellement sur des œufs. « Mademoiselle Picard », dit-il d'un ton de baryton pratiqué. « Je suis Robert Leroy. Merci de votre patience. » Il jeta un coup d'œil à la clé toujours posée sur le bureau, puis revint vers elle. « Monsieur de Rochefort n'est pas disponible aujourd'hui. Cependant, il m'a demandé d'accepter la clé en son nom et de vous exprimer sa gratitude en vous offrant ceci. » Il tendit une enveloppe noire mince, faite d'un papier lourd et coûteux. C'était clairement un chèque, une solution transactionnelle silencieuse
à un problème humain désordonné. Une ultime tentative pour acheter sa sortie. Hélène regarda l'enveloppe, puis le visage las de Leroy. Elle secoua la tête. « Non merci, monsieur Leroy. Je ne suis pas ici pour l'argent. Toute cette histoire a commencé avec moi. Et elle doit se terminer avec moi. Je dois lui rendre cela en personne. » Leroy laissa échapper un long soupir discret, le son d'un homme dont le travail entier consistait à gérer l'impossible. Il se massa subtilement les tempes. « Mademoiselle Picard, avec tout le respect que je vous dois, tout le bureau est en état d'alerte. Mon patron a annulé des réunions avec des ministres des Finances et des membres du conseil d'administration. Il n'a pas quitté son bureau de direction depuis l'incident. Il n'est pas bien. Il ne vous verra pas. Est-ce qu'il est tombé ?» demanda Hélène. La question était un coup de dé, une intuition née du souvenir de la raideur douloureuse de Rochefort dans son couloir. La question frappa Leroy comme un choc physique. Son vernis professionnel se fissura. « Je vous demande pardon », bégaya-t-il, les yeux écarquillés. Il la regarda comme si elle lisait dans les pensées, comme un spectre au milieu du festin. « Comment pourriez-vous savoir quoi que ce soit à ce sujet ?» Il s'arrêta, réalisant que son choc était une confirmation. Il avait juste l'air de souffrir, dit doucement Hélène, pressant son avantage. « Écoutez, je sais que c'est inhabituel, mais il ne s'agit pas de la voiture, ni de l'argent. Il s'agit de ce qui s'est passé au restaurant. Il est venu chez moi pour chercher quelque chose, et je suis la seule à pouvoir le lui donner. » Une conclusion. Elle soutint son regard directement. « S'il vous plaît, monsieur Leroy, 5 minutes. Je ne hausserai pas la voix. Je ne ferai pas de scène. J'ai juste besoin de lui dire ce que j'ai à dire en face. » Robert Leroy la fixe, pris entre les protocoles rigides de son poste et l'étrangeté indéniable de la situation. Cette serveuse savait apparemment des choses qu'elle ne devrait pas savoir. Elle n'était ni hystérique ni exigeante. Elle était calme, centrée et incroyablement persistante. Peut-être, pensa-t-il avec un élan de désespoir, était-elle la solution à un problème qu'il ne savait pas comment résoudre. Peut-être était-elle la clé. « Très bien », dit-il, le mot ayant le goût d'un risque pour sa carrière. « 5 minutes, mais je vous accompagne jusqu'à la porte. Et à la seconde où il voudra que vous partiez, vous partirez. Compris ?»« Compris », dit Hélène, une vague de soulagement l'envahissant. La montée en ascenseur fut une ascension silencieuse et pressurisée vers le sommet du monde. Les oreilles d'Hélène se bouchèrent, alors qu'il dépassait les 60, 70, 80 étages. Les portes s'ouvrirent, non pas sur un couloir, mais directement dans le bureau lui-même. C'était un espace à couper le souffle et terrifiant, une réplique presque exacte de son appartement penthouse, tout en verre, béton et un vide froid et magnifique. Et à travers le mur de fenêtre, toute la ville était étalée sous eux comme une carte. Les gens et les voitures réduits à des points insignifiants. Marc de Rochefort se tenait de dos, fixant son royaume en bas. « Monsieur », dit le roi, sa voix étant à peine un murmure. Mademoiselle Picard a insisté. Marc ne se retourna pas. Sa voix était plate, dénuée d'énergie. « Laissez-nous, Robert. » Le roi jeta un dernier regard inquiet à Hélène et recula dans l'ascenseur. Les portes glissèrent, enfermant Hélène dans la fosse aux lions. Le silence qui s'abattit fut absolu, rompu seulement par le faible ronronnement du système de circulation d'air du bâtiment. Hélène s'avança, ses pas résonnant dans l'immensité. Elle posa la clé sur le coin de son énorme bureau immaculé. « Je suis venu rendre ceci, » dit-elle, sa voix restant ferme. « Et pour vous dire que je n'accepte pas vos excuses. » Il se tourna lentement. Il avait l'air pire, bien pire. Sa peau avait une qualité grisâtre, presque translucide, et ses yeux étaient enfoncés profondément dans leurs orbites. Elle remarqua que le tremblement de sa main gauche était plus prononcé aujourd'hui. Il essayait de le calmer en saisissant son propre poignet. « Je ne m'attendais pas à ce que vous les acceptiez, » croassa-t-il. « Des excuses sont censées porter sur le remords, » continua Hélène, trouvant de la force dans sa propre conviction. « Ceci, » dit-elle en désignant la clé, « est une transaction. C'est vous qui essayez de mettre un prix sur ce que vous avez fait pour que ce soit propre et fini. Vous pensez que vous pouvez jeter un demi-million d'euros sur votre cruauté et dire que tout est réglé. Ma dignité, monsieur de Rochefort, n'est pas une marchandise que vous pouvez racheter. » Chaque mot était une flèche soigneusement visée et elle les vit atteindre leur cible. Il ne se mit pas en colère. Il ne discute pas. Il tressaillit, un léger pincement autour des yeux, et s'affaissa dans son immense fauteuil en cuir. Il ressemblait à un roi qui venait d'être mis échec et mat, toute l'énergie le quittant.
Il hocha la tête, un geste de capitulation totale. Vous avez raison. Le combat pour lequel elle s'était préparée se dissipa dans l'air stérile. Il ne restait plus que l'homme brisé dans le fauteuil. Sa colère avait été un bouclier, et sans elle, elle se retrouvait avec l'empathie brute et inconfortable qu'elle avait ressentie dans son couloir. La question qu'elle s'était posée pendant le trajet en bus sortit tout doucement, sincère. « Est-ce que vous allez bien ?» La question le désarma totalement. Sa mâchoire se crispa, son regard tomba sur son bureau, sur sa main tremblante. Il semblait mener une guerre intérieure, le conditionnement de toute une vie, à projeter la force, luttant contre un besoin désespéré et fondamental de se confesser. Il leva les yeux vers elle, et ils étaient remplis d'une vulnérabilité terrifiante. C'était le regard d'un homme complètement et absolument seul. « Non », murmura-t-il. Et ce seul mot fut une confession qui brisa la forteresse de verre qu'il avait bâtie autour de lui. « Je ne vais pas bien. » L'histoire sortit de lui alors. Non pas en un flot continu, mais par morceaux brisés. Il ne lui donna pas le nom clinique de sa maladie. Mais il parla d'un verdict rendu par un médecin, une prise de contrôle hostile de ma propre biologie. Il décrivit l'ironie terrifiante de la situation. « J'ai passé 20 ans à construire un système parfait et infaillible, » dit-il. La voix enrouée, le regard fixé sur l'horizon lointain. Une machine de pure logique, pour découvrir que le vaisseau qui transporte l'architecte est défectueux. Il y a une horloge, mademoiselle Picard, et je l'entends tic-taquer dans chaque os de mon corps. Il la regarda enfin. Ce soir-là, au restaurant, j'étais un homme à qui l'on venait de dire qu'il allait mourir. Une mort lente et humiliante. J'étais rempli d'une rage si immense qu'elle n'avait pas de cible. Et puis vous êtes apparu. Un accident, une faille dans le service, une minuscule fissure dans la façade du monde. Et j'ai tout visé sur vous. Toute la terreur, toute l'impuissance, c'était un cri dans le vide, et vous étiez simplement la personne la plus proche. C'était monstrueux, c'était l'acte d'un lâche. Hélène restait là, écoutant. Les derniers vestiges de sa colère personnelle se dissolvant dans une vague de pitié profonde et déchirante. Ce n'était pas un monstre, c'était un homme dans une douleur inimaginable. Et sa douleur avait débordé et l'avait brûlé. « Je suis désolée », l'entendit-elle dire, et les mots étaient tout à fait sincères. « Je suis vraiment désolé que vous traversiez cela. » Il la regarda comme si elle avait parlé dans une langue étrangère. Puis son regard dériva vers un souvenir. « Ma sœur », dit-il, les mots émergeant d'un endroit profondément verrouillé. « Geneviève, nous avons commencé tout cela ensemble dans un garage. Elle était l'âme, j'étais le moteur. Quand nous avons eu notre première grande offre d'acquisition, elle a voulu refuser pour protéger ce que nous avions construit. J'ai vu un chemin vers tout cela. » Il fit un geste vague vers la ligne d'horizon. J'ai utilisé sa confiance, des clauses juridiques qu'elle ne comprenait pas. Je l'ai forcée à partir. Je lui ai brisé le cœur. Et pendant 8 ans, je me suis dit que c'était le prix du succès. Maintenant, je vois que c'était le prix de mon âme. C'est la seule famille qu'il me reste. Et je n'ai aucune idée d'où elle se trouve. Il s'interrompit, perdu dans ses regrets. C'était l'artiste, murmura-t-il. Une designer, textile, des tissus. C'était son monde. Textile. Designer. Les mots restèrent suspendus dans l'air, s'emboîtant avec d'autres mots de son monologue douloureux. Le ruisseau des saules. Jan. Et le cœur d'Hélène commença à marteler ses côtes. Une idée si folle, si impossible, qu'elle ressemblait à une hallucination, commença à se former dans son esprit. Quel était son style de design ? Demanda-t-elle, la voix feutrée. Avait-elle un look signature ? Marc semble revenir d'une grande distance. La nature, dit-il. Toujours les motifs sur l'écorce, les veines d'une feuille, la façon dont le givre se forme sur une fenêtre. Elle aimait les saules. Nous avons grandi près d'un ruisseau bordé de saules pleureurs. Les tissages du ruisseau des saules. Les mains d'Hélène tremblaient alors qu'elle sortait son téléphone. Son pouce tâtonna sur l'écran alors qu'elle ouvrait Instagram. Son souffle se bloqua dans sa gorge. Elle navigua vers le profil qu'elle avait passé des heures à admirer. Le travail de l'artisan anonyme qui avait inspiré tant de ses propres croquis. Elle retourna le téléphone et le lui tendit. L'écran brillait d'une grille de tissu complexe et exquis. Le nom du profil était Jen Picard. Et le logo était un dessin simple et élégant d'un saule pleureur. Marc fixe le téléphone. Il se pencha en avant, son visage à quelques centimètres de l'écran. Il fit défiler d'un doigt tremblant son souffle court. Il s'arrêta sur une image,
Un gros plan d'un tissu riche et texturé, tissé avec le motif complexe et chevauchant de l'écorce de sycomore. Ce motif, murmura-t-il, sa voix se brisant. Elle l'a dessiné dans un carnet quand nous avions 16 ans. C'était d'après le grand sycomore dans le jardin de nos parents. Je me moquais d'elle à ce sujet. Il leva les yeux du téléphone et le désespoir dans ses yeux avait disparu, remplacé par une espérance sauvage, désespérée, électrisante. Jen, son second prénom est Janet. Elle détestait ça. Tout le monde l'appelait Jenny, mais elle se faisait parfois appeler Jen. L'air dans la pièce crépitait de l'impossibilité pure de la chose. C'était une coïncidence sur 1 milliard, un point de couture dans le tissu de l'univers qui n'avait aucun sens. Hélène Picard, la serveuse qui l'avait sauvagement attaquée, était la seule personne sur Terre qui détenait la carte de sa rédemption. Il se leva de sa chaise, une énergie nouvelle coulant en lui. Ce n'était pas l'ancienne arrogance, c'était l'étincelle galvanique d'un homme qui se noie et à qui l'on vient de lancer une corde. « Aidez-moi, dit-il. » Et ce n'était pas une requête. C'était un plaidoyer. « Aidez-moi à la retrouver. Mademoiselle Picard, Hélène. Je ne peux pas simplement l'appeler. Je ne peux pas me présenter sur son pas de porte après 8 ans de silence. Pas comme ça. Mais vous êtes une designer. Vous comprenez son monde. Vous parlez sa langue. Vous pouvez être le pont. » Il était à nouveau un négociateur. Mais cette fois, il ne négociait pas pour des parts de marché. Il négociait pour son âme. « Je vous donnerai n'importe quoi. La voiture est à vous. Le titre est en règle. Je paierai chaque centime de la dette médicale de votre mère, passée et future. Je vous installerai avec votre propre studio de design, l'espace, l'équipement, le personnel, tout ce dont vous avez besoin. Considérez cela comme une commission. Votre premier projet est d'être mon ambassadrice. » Hélène regarda l'offre stupéfiante étalée devant elle. Une nouvelle vie libérée du poids écrasant des dettes et des rêves différés. Puis elle regarda Marc de Rochefort, le titan de l'industrie dépouillé de tout son pouvoir, lançant un dernier appel désespéré pour la famille, pour le pardon, pour une fin paisible. Elle voyait son avenir brillant et éclatant, mais elle voyait aussi le sien sombre et se refermant sur lui. Le choix n'était pas vraiment un choix. « D'accord, » dit Hélène, sa voix claire et forte dans la pièce silencieuse aux parois de verre. « Je vais le faire. » Elle prit une profonde inspiration, mais pas pour le studio, ni pour la voiture, ni pour l'argent. « Je vais le faire parce que personne ne devrait avoir à affronter la fin seul. » L'histoire d'Hélène Picard et de Marc de Rochefort ne s'est pas arrêtée là. Ce n'était que le début. Il ne s'agissait pas d'une serveuse recevant une Rolls-Royce. Il s'agissait de la façon dont un moment de cruauté profonde, né d'un désespoir privé, a fissuré 2 mondes et forcé une intersection. La voiture n'a jamais été le but. Elle n'était que la clé maladroite et extravagante qui ouvrait la porte à quelque chose de bien plus précieux, une seconde chance. Une chance pour Marc de confronter les fantômes de son passé avant que son avenir ne lui soit enlevé. Et une chance pour Hélène de sortir de l'ombre de sa vie, pour entrer dans un avenir dont elle n'avait fait que rêver, non pas en tant que bénéficiaire de charité, mais en tant qu'agent de grâce. Leur chemin à venir serait compliqué, douloureux et incertain. Un témoignage du fait que la véritable rédemption ne s'achète jamais, mais se mérite laborieusement, souvent avec l'aide des personnes mêmes à qui nous avons fait le plus de tort. Qu'en pensez-vous? Le pardon est-il un cadeau? Ou est-ce quelque chose qui doit être mérité? Un seul acte de désespoir peut-il changer le cours d'une vie? Si cette histoire de connexion inattendue et de rédemption a résonné en vous, merci de montrer votre soutien. Partagez-la avec un ami qui apprécie les récits sur la nature complexe, désordonnée et magnifique de l'être humain. N'oubliez pas que chaque geste compte dans le tissu de nos vies. Merci d'avoir écouté ce récit du fond du cœur.